Bonjour à tous, je suis David Michonneau, donc je travaille dans le service d'hématologie greffe à l'hôpital Saint-Louis. Je vais vous parler, alors c'est un peu étonnant pour moi de parler d'obstruction sinusoïdale à des hépatologues. Je vais essayer de le faire du mieux possible. En tout cas, je vais vous présenter un peu notre expérience et me focaliser avant tout sur ce qui nous amène à le suspecter et la façon dont on le diagnostique. Donc là, c'est mes conflits d'intérêts. Alors cette diapo, qui n'est pas très jolie, a le mérite de résumer un peu toutes les hépatopathies ou les atteintes hépatiques qu'on peut observer après la greffe de cellules souches hématopoïétiques, donc parmi lesquelles on a évidemment le SOS dont on parle là, mais vous voyez qu'on a beaucoup de causes possibles, dont la GVH, qui est vraiment la complication spécifique de l'allogreffe, et puis également des causes médicamenteuses, infectieuses, la surcharge martiale, qui concerne quasiment tous nos patients, et puis des choses un peu plus rares comme des rechutes intrahépatiques, et puis des choses qu'on voit chez d'autres patients comme les obstructions biliaires. Et donc la difficulté pour nous, c'est de savoir quand est-ce qu'on doit suspecter un SOS et comment on diagnostique un SOS, puisque ce n'est pas toujours évident avec toutes ces causes intriquées qui d'ailleurs peuvent se superposer les unes avec les autres. Et alors pour commencer, je vous ai remis ici quelque chose qui est un peu illisible, qui est tiré des recommandations de l'EBMT, donc la Société européenne de greffe de cellules souches hématopoïétiques, qui a listé tous les facteurs de risque qu'on peut associer au SOS. Donc, je ne suis pas sûr que vous arriviez à le voir, mais parmi ces facteurs de risque, il y a le fait d'avoir une deuxième greffe, le fait d'avoir une maladie avancée, une maladie métabolique, le fait de recevoir des immunosuppresseurs, ce qui est le cas de quasiment tous nos patients. Et donc, je m'étais posé la question des références associées à ces facteurs de risque. Quand on regarde sur quoi sont basés tous ces facteurs, en fait, on retrouve que l'EBMT s'autocite et reprend ses propres recommandations de 2020, qui elles-mêmes autocitaient les recommandations de 2016, dans lesquelles on retrouvait comme référence des choses qui vont dans l'autre sens. Notamment, à l'époque, la seule référence bibliographique qui était donnée par rapport au type de donneur disait qu'on n'avait pas d'argument pour penser que le donneur avait une influence sur le risque de MVO. Et pourtant, c'est apparu comme un facteur de risque l'année d'après, enfin dans la recommandation suivante. C'est la même chose pour les immunosuppresseurs. Donc finalement, tous ces facteurs de risque, on ne sait pas très bien sur quoi ça repose. Ce qui est sûr, c'est que dans notre expérience actuelle, on a vraiment l'impression qu'il y a un facteur qui est très important. C'est les patients qui reçoivent des anticorps conjugués de la chimiothérapie, comme le blinatumomab, l'inatumomab, qui sont quasiment tous les cas de SOS qu'on voit actuellement. Ce sont des patients qui ont été traités avant la greffe et qui ensuite sont allogreffés. Ceux-là, on les a identifiés quand même assez rapidement comme étant des patients très à risque. Pour les autres facteurs de risque, c'est un peu plus difficile à dire. La surcharge martiale, c'est le cas de quasiment tous nos patients. Dans quelle mesure ça va influencer ce risque-là, ce n'est pas évident. Et c'est quand même un élément qui est très important, parce que tous ces facteurs, ils sont basés principalement, on a l'impression, sur des avis d'experts, en tout cas en hématologie. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'hépatologues dans ces auteurs-là. En tout cas, je vous laisse en chercher un. Et donc, c'est un peu difficile de savoir quelle est la valeur de ces facteurs de risque. Et c'est important parce que l'EBMT recommande aux hématologues de tenir compte de ces facteurs de risque pour évaluer la sévérité de la MVO. Et notamment, ça, c'est les nouveaux critères diagnostiques de SOS qui ont été proposés par l'EBMT. Et on nous demande ensuite de rajouter un cran de sévérité si on a au moins 2 facteurs de risque. Alors, sachant qu'ils sont tous des immunosuppresseurs et que le fait d'avoir une contraception est identifié comme un facteur de risque, vous voyez que très rapidement, on peut en avoir 2. Donc, dans les nouveaux critères de l'EBMT, on a quelques nouveautés. On a la catégorie définie comme probable, clinique et prouvé. Donc on va y revenir un petit peu après, mais parmi les critères probables, vous voyez que ça ressemble quand même beaucoup aux critères de Baltimore, des critères qui sont avant tout cliniques, mais dans lesquels l'EBMT a rajouté pour la première fois à la fois l'échographie et l'élastométrie comme étant des critères possibles pour suspecter une MVO. Le SOS clinique, c'est finalement rien d'autre que les critères de Baltimore. Et puis, dans la catégorie prouvée, on voit qu'on a l'histologie qui apparaît enfin, qui n'était pas forcément recommandée par le BMT auparavant, et le gradient de pression supérieur ou égal à 10. Donc ça, c'est un critère sur lequel on va pouvoir revenir un petit peu après. Alors, cette nouvelle classification, c'est finalement pas grand-chose de plus que la classification de 2016, en dehors de l'imagerie et des élastos qui apparaissent. Alors, la sévérité, ça, c'est les critères de sévérité, enfin la classification pour définir la sévérité d'un SOS tel que l'a proposé le BMT. Et donc, sans les redétailler les uns par rapport aux autres, ce qu'on retrouve, c'est cette notion d'augmentation d'une catégorie de sévérité si le patient a 2 facteurs de risque de SOS ou plus. Et là aussi, ça repose avant tout sur un avis d'expert. On n'a pas beaucoup de données qui démontrent que le fait d'avoir ces facteurs de risque, en dehors peut-être du fait d'avoir une hépatopathie sous-jacente, justifie de grader plus haut les SOS. Par contre, ça va nous faire traiter plus de patients. Donc finalement, c'est ceux qui font le défibrotide qui s'y retrouvent à la fin.
Alors ça, c'est un travail coréen qui a été fait pour essayer d'étudier justement la valeur de ces critères EBMT en termes de mortalité, donc avec les catégories légères, modérées, sévères et très sévères. Et ce qui ressortait dans cette série rétrospective, c'est que finalement, la mortalité des patients était globalement la même avec ou sans défibrotide. 65,6% dans le groupe qui en recevait, contre 73% de survie chez les patients qui n'en recevaient pas, donc finalement pas une grosse différence. Par contre, pour les patients qui le recevaient de façon précoce, on a l'impression que ça a quand même un impact sur la survie des patients. 74 pour ceux qui l'ont reçu dans les 5 premiers jours, contre 43% chez les patients qui l'ont reçu plus tard. Donc la question que nous, on doit se poser quand on fait face comme ça à une suspicion de SOS, est-ce que c'est vraiment un SOS et comment on peut le diagnostiquer précocement? C'est vraiment l'enjeu pour nous, c'est de ne pas louper le coche pour introduire les traitements. Alors, est-ce que c'est fréquent les SOS? Quand on reprend les vieilles études, on a des études qui proposaient des taux de 15-20% de patients qui développent des SOS après une allogreffe, ce qui ne correspond pas vraiment à notre pratique réelle. Et on a cette étude qui a été publiée en 2023, qui a repris l'épidémiologie récente et qui retrouve une incidence cumulative qui est de l'ordre de 1,5 à 2% à peu près, ce qui correspond probablement un peu plus à ce qu'on voit dans la pratique. Donc c'est quand même quelque chose qui est devenu plus rare. Alors peut-être parce qu'on le diagnostique mieux et qu'avant on avait tendance à le surdiagnostiquer, peut-être aussi parce qu'on a changé nos pratiques, notamment vis-à-vis des conditionnements. On a des conditionnements qui sont beaucoup moins toxiques qu'à une époque, notamment par exemple le busulfan qui était utilisé par voie orale, qui est maintenant utilisé par voie IV. Donc la prise en charge des patients a quand même changé. On utilise également des prophylaxies par l'acide urso-désoxycholique qui avait démontré quand même son bénéfice dans une étude randomisée. Donc peut-être que c'est ces petits changements de pratique qui ont fait baisser l'incidence des SOS, mais peut-être aussi qu'on a tendance à moins les surdiagnostiquer. Alors on s'était posé la question, nous, de l'intérêt de la biopsie hépatique, parce qu'en hémato, c'est quelque chose qui fait souvent assez peur, et les gens ont assez peu envie d'y aller. Et donc on avait repris les biopsies qui avaient été réalisées en grande majorité à Beaujon pour des patients d'hématologie. Donc ça représentait à peu près une 60aine de biopsies. Et en fait, quand on étudie l'hypothèse pré-greffe qui est faite par le médecin qui envoie le patient, et qu'on regarde ce que devient cette hypothèse une fois qu'on a l'histologie, on se rend compte que grossièrement, on se trompe dans à peu près 2 tiers des cas. Et notamment dans les SOS, vous voyez qu'en fait, chez 2 tiers des SOS qu'on avait suspectés, l'histologie a infirmé l'hypothèse. Et quand on met ça, c'est pas juste qu'on ne retrouve pas de SOS, c'est qu'on a un autre diagnostic alternatif qui ressort avec l'histologie. Donc pour nous, c'est assez important d'avoir ça en tête, et on a tendance maintenant quand même à essayer de plus en plus de biopsier nos suspicions de SOS, parce qu'on se rend bien compte que sur les critères cliniques ou biologiques, on a du mal à affirmer avec certitude qu'on est bien sur un SOS, et surtout à confirmer le diagnostic. Alors, Beaujon avait également fait ce travail, c'est Pierre-Emmanuel qui avait repris les gradients de pression hépatique pour étudier leur spécificité pour le diagnostic de SOS. Donc vous voyez, ça c'était des patients qui avaient tous des SOS prouvés histologiquement, et ça montrait qu'avec le cut-off classique de 10 mm de mercure, on avait quand même 40% des patients qui avaient un gradient inférieur, et donc des valeurs en termes de sensibilité qui étaient finalement pas si bonnes que ça, et une valeur prédictive positive du gradient par lui-même, qui n'est pas exceptionnel. Donc, on a quand même 40% de ces patients qui ont un gradient inférieur à 10 mm de mercure. Par contre, ce qui ressort assez bien, c'est que ce gradient est assez bien corrélé avec la sévérité des lésions. Et donc, quand ils avaient repris dans ce travail-là les données des études précédentes sur les gradients de pression hépatique, on voit que finalement, la valeur prédictive n'est pas toujours très très bonne, et que le seuil qui est retrouvé n'est pas toujours le même non plus. Et surtout, ça pose question par rapport aux recommandations de l'EBMT qui considèrent qu'un gradient supérieur ou égal à 10 mm de mercure permet de prouver le SOS. Donc là, c'est assez discutable, d'autant plus que pour argumenter sur ce critère-là, il cite le papier de Pierre-Emmanuel qui dit exactement le contraire. Donc là aussi, c'est des choses à prendre un peu avec des pincettes quand on regarde vraiment juste ces recommandations. En tout cas, nous, ça nous sert quand même, ne serait-ce que pour éliminer un SOS en complément de la biopsie, mais on a bien conscience maintenant que ce n'est pas un critère qui est suffisant. En tout cas, que ce cut-off de 10, c'est peut-être pas le meilleur cut-off si on veut prouver le diagnostic de SOS. Alors en termes de valeurs prédictives de ces différents scores dont on dispose, vous avez les scores de Baltimore, de Seattle et puis plus récemment des scores de l'EBMT, on a essayé de reprendre justement la valeur prédictive positive associée à ces différents scores. Vous voyez qu'elle est quand même globalement assez mauvaise. Si on prend les scores de Baltimore et de Seattle, il est probable qu'on surdiagnostique dans un certain nombre de cas des SOS chez nos patients. Et le score de l'EBMT tel qu'il était proposé en 2016 avait aussi une valeur qui était certes meilleure, mais qui était quand même largement insuffisante. Alors, on s'est posé la question de l'intérêt de l'imagerie et de l'élastographie pour ces patients.
Alors, vous connaissez certainement le papier de Nathalie Lasso, hein, le premier papier vraiment qui avait décrit tous les critères échographiques et Doppler qu'on utilise en hématologie pour essayer de diagnostiquer des SOS. Alors, c'était un travail assez intéressant, mais qui concernait des patients quand même très lourdement traités et qui, au moment de l'échographie, avaient des SOS déjà très avancés, c'est-à-dire des patients quand même très sévères. Et dans la pratique clinique, l'utilisation de ces critères échographiques et Doppler, on se rend compte que parfois, avec les radiologues, ce n'est pas si évident que ça de rechercher l'ensemble de ces critères. Et puis, surtout, on les retrouve plutôt tardivement chez des patients chez qui, finalement, on n'a plus vraiment besoin de l'échographie pour faire le diagnostic. Nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir quand même quelque chose de plus précoce pour suspecter le SOS à un moment où il est encore peu sévère. Alors, il y a ces travaux qui ont été faits par des Japonais qui ont essayé de proposer des critères alternatifs et un algorithme pour essayer de nous guider dans le diagnostic, et qui est assez intéressant parce qu'un des critères échographiques qui ressort vraiment comme étant un des plus sensibles et des plus précoces chez nos patients, c'est l'apparition d'une acide. Donc ça paraît un peu tout bête comme ça, mais finalement, c'est déjà le signe d'alerte qui est proposé dans cet algorithme-là pour dire qu'il faut aller plus loin. Et sans acide, en gros, on n'a pas de SOS. Alors peut-être que pour vous, c'est évident, mais pour nous, ça l'est peut-être pas autant que ça. Et en tout cas, une fois qu'on voit qu'il y a de l'acide chez les patients, ce qu'ils proposent, c'est d'utiliser un score allégé. Donc, ils ont défini 2 scores, hein, le OQS6 et OQS10, qui ont des valeurs prédictives qui ne sont quand même pas si mauvaises que ça, de l'ordre de 70%, et qui sont surtout plus simples à mettre en place et qui ont restreint à 6 ou à 10 critères échographiques, et qui seraient quand même des critères probablement plus intéressants pour diagnostiquer un peu plus tôt la maladie véno-occlusive. Alors, on s'était également, nous, intéressés à l'élastographie hépatique. On avait conduit une étude avec l'aide des radiologues de Saint-Louis pour essayer de voir quelle pouvait être la valeur de l'élasto pour le diagnostic précoce de la MVO. Et donc, on avait pu inclure comme ça 160 patients entre 2017 et 2019 qui avaient des mesures d'élastographie qui étaient faites avant la greffe pour avoir une valeur de référence couplée à un écho-Doppler, et puis des mesures à J7 et à J14, et surtout une relecture de tous les dossiers et des biopsies dans la majorité des cas. Donc, on avait 9 SOS qui ont été diagnostiqués. Et première chose, c'est quand on regarde les anomalies du bilan hépatique qu'on retrouve chez les patients allogreffés, en fait, on voit que plus de la moitié des patients ont des perturbations du bilan hépatique, que ce soit une hyperbilirubinémie, une cytolyse ou les deux. Et les diagnostics qui ont été retrouvés sont quand même très variables, hein, mais en tout premier lieu, on retrouve les toxicités médicamenteuses qui sont les causes les plus fréquentes, la GVH et puis le SOS qui est ici. Alors, on avait 430 mesures qui ont été faites avec le FibroScan, on avait du ShareWave également, donc 430 mesures avec une élimination des mesures qui n'étaient pas concluantes. Et ce qu'on retrouvait, c'est que l'obésité ou l'acide ne semblait pas impacter réellement la capacité des radiologues à faire ces mesures. Et surtout, on a regardé quel était l'impact des valeurs basales d'élastographie de nos patients. Donc, chez les patients qui avaient des comorbidités hépatiques, on retrouvait une élasto de base ou un ShareWave qui était un peu plus élevé, mais on n'avait pas d'association claire entre le fait d'avoir une élastographie augmentée et le fait de développer par la suite une hépatopathie en post-greffe. Alors, quand on a repris les patients qui avaient des diagnostics, enfin, qui étaient dans cette série, on a regardé ceux qui avaient les critères EBMT, les critères de Baltimore ou les critères de Seattle. Et ensuite, on a regardé ceux qui avaient réellement un SOS quand on a repris les dossiers et les biopsies. Donc, on voit que finalement, on a perdu un certain nombre, et notamment que les critères de Seattle et de Baltimore sont probablement beaucoup trop sensibles et non spécifiques. Et on s'est intéressé à l'impact des critères écho-Doppler précoces pour prédire la survenue d'une MVO. Et donc, finalement, ce qui ressortait sur les critères échographiques à J7 ou à J14, c'est qu'on n'avait pas de différence significative entre les patients qui avaient les critères EBMT et qui développaient en fait réellement un SOS ou qui n'en développaient pas. Par contre, la seule chose qui ressortait, comme dans l'étude des Japonais, c'était le fait d'avoir une acide à J14 était plus fréquemment associé avec le fait de développer un SOS par la suite. Par contre, sur les critères échographiques et Doppler dans leur ensemble, on n'avait pas de différence. On a regardé la valeur du FibroScan et du ShareWave pour prédire la survenue d'un SOS. Et là, par contre, on avait une différence significative, notamment sur les mesures à J14 en ShareWave, qui étaient celles qui avaient les meilleures performances et qui étaient plus élevées, avec un cutoff qui ressortait à 8,1 dans cette étude. Alors, quand on regarde justement les valeurs associées aux différents scores à l'échographie seule, Seattle, Baltimore et le BMT, on voit que finalement on a une augmentation de la valeur prédictive positive quand on y associe en plus la valeur de l'élastographie, notamment du ShareWave avec un cutoff à 8,1. Ça permet de passer d'environ 40% pour les critères de l'EBMT à 60% avec l'élastographie. Alors ça, c'est des
des études qui vont un peu dans le même sens, qui ont retrouvé aussi une valeur positive du ShareWave, avec ici un cutoff à 7,2 qui est associé à une assez bonne sensibilité et spécificité, et qui permet probablement d'améliorer notre capacité à prédire, ou en tout cas à diagnostiquer tôt un SOS chez nos patients, et donc potentiellement aussi à mettre en place tôt des traitements. Donc pour résumer, le SOS, c'est finalement une complication qui est assez peu fréquente chez nos patients, qui est sévère mais assez peu fréquente, avec un diagnostic qui reste difficile du fait de tous les diagnostics différentiels possibles. Et nous, dans les critères qui nous semblent les plus pertinents actuellement pour essayer d'améliorer notre capacité à les diagnostiquer tôt, on a l'élastographie, qui est une technique simple et non invasive, qui semble assez sensible pour identifier assez vite les patients qui vont peut-être développer par la suite un SOS, et surtout l'histologie qui pour nous reste le gold standard et qui permet quand même de redresser un certain nombre de diagnostics chez nos patients en identifiant tous les diagnostics alternatifs qu'on peut retrouver. Je vous remercie pour votre attention.